TSF 2018. Sud Radio, le 10h midi, les médias. L'invité du jour. Et le réalisateur s'est trompé de jingle. C'est les invités du jour. Allez hop. Bravo Jamel. Une flagellation directe. Guy Carlier, Jean-Michel Cohen, moins 125, Amour monstre, c'est paru aux éditions du Cherche Midi. Ravi de vous recevoir. Alors on va nous dire pourquoi les recevoir dans une émission média. Parce que tous les deux vous êtes médiatique. Vous avez participé, Guy Carlier, à de nombreuses émissions de télévision, de radio. Jean-Michel Cohen, est-ce qu'on peut citer la dédicace que vous lui avez faite en tête de votre livre à Jean-Michel Cohen, qui m'aime davantage que les caméras, c'est dire l'affection qu'il me porte. Et puis votre histoire, elle démarre de votre rencontre avec Jean-Michel Cohen. Dans les médias, justement. Dans les médias, voilà. Et moins 125, c'est moins 125 kilos, Guy Carlier. C'est-à-dire un demi-Carlier de l'époque. Pour en revenir à la rencontre, on avait tout pour ne pas s'aimer. Oui. C'est-à-dire que, en plus, Stéphane Bern nous avait un peu présenté, puisque c'était une émission de Stéphane Bern à la radio, un peu comme un match de boxe entre le nutritionniste le plus célèbre de France et le best le plus médiatisé. Et ça m'énervait un petit peu parce que je souffrais d'une maladie qui s'appelait la boulimie, qui n'avait rien à voir avec l'image que je me faisais de Jean-Michel, que j'avais appelé nutritionniste pour dames, comme il y a des coiffeurs pour dames. C'est-à-dire que je lui disais, vous faites maigrir les dames qui ont 3 kilos à perdre pour aller à la plage. Moi, je savais ce que je vivais et qui finalement, l'obésité n'était qu'une conséquence d'une addiction, et ce qu'il a parfaitement compris. Et donc, ce livre, au début, c'était un peu comme les bouquins américains ou les films américains où tu as deux flics qui se détestent et qu'on met en patrouille ensemble. Et finalement, il y en a un qui sauve la vie de l'autre et ils deviennent amis. Ils deviennent amis. Jean-Michel, pardon, Non, moi, j'ai pas le souvenir de cette rencontre. Moi, j'étais crispé à l'époque parce que je venais faire la promotion d'un livre que j'avais écrit avec ma femme. Donc, tout ce qui m'importait, c'était que ça se passe bien. Ouais. Et je regardais Guy en me disant c'est très impressionnant, quoi. Je l'imaginais pas comme ça du tout, puisque j'écoutais sa voix à la radio, mais le volume du personnage qui occupait l'espace, c'était extrêmement impressionnant. Et là, dans ma tête se déclenchait tout un tas de mécanismes. C'est pourquoi il est comme ça. Essayons de le regarder au fond des yeux pour essayer de comprendre. Tout ça dans l'ambiance du studio de la radio, c'est-à-dire avec la musique en fond, avec Bern qui parlait. Et moi, mon cerveau travaillait. Et je me suis approché. J'avais déjà de la tendresse pour cet état-là, cette situation-là. Et je me suis approché de lui en lui disant, je sais plus quoi, je lui ai pas dit venez me voir, mais un truc de style, mais lui, poliment, il a compris que je voulais lui dire ça, il m'a demandé ma carte, il l'a rangée, il a pris un rendez-vous quasiment dans la journée, auquel il n'est jamais venu. Mais ça, c'était, après, je peux analyser ça, c'était du Carlier pur jus, ça faisait partie du syndrome, ça veut dire, il voulait m'éviter quelque part. Dans le livre, ce qui est écrit, c'est qu'il vous lui avez dit, je ne m'occupe pas simplement des bimbos et des filles. Oui, c'est ça. Et vous lui avez donné votre carte. C'est-à-dire qu'il y a toujours une contradiction entre ma médiatisation et la qualité du travail que je faisais. Et il y a une connerie dans la pensée unique qui consiste à s'imaginer que le mec, sous prétexte qu'il est à la télé, c'est juste un ringard qui vient montrer sa gueule, alors qu'en fait, il a aussi quelques compétences. Moi, on n'imagine pas que les médecins de la télé consultent, en fait. C'est pour ça, c'est l'image de la télé. La plupart d'entre eux ne consultent pas, surtout mon camarade, vous voyez. Non, mais c'est vrai. Mais c'était, à l'époque, moi j'ai mené ma vie comme ça, parce que j'ai pas été très intimiste dans ce livre, en essayant d'avoir plein de vies différentes. Et dans les phénomènes d'addiction comme celui dont vous parlez dans votre livre, tous les deux, le fait que Guy ne se présente pas au rendez-vous, est-ce que c'est pas quelque chose d'assez classique, justement ? Mais bien sûr. C'est l'histoire sans te vexer, Guy, mais c'est l'histoire du drogué qui demande sa dose, mais qui veut pas voir le médecin et qui sera pas suivi par le médecin. Ou qui va voir le médecin, mais qui va en même temps voir son dealer. De toute façon, je le sais pas à l'époque. Tu es dans le mensonge, le jeu, le déni, la manipulation en permanence. Donc, tu t'engages. C'est terrible parce que du coup, tu détruis tout ton entourage affectif en leur mentant, en leur promettant des choses que tu crois au moment où tu le dis, mais qu'ensuite ton addiction t'empêche de faire. Donc, quand j'ai pris ce rendez-vous, peut-être qu'un quart de seconde, je me suis dit, je vais y aller, et il a fallu qu'il y ait un incident, c'est-à-dire une humiliation de plus, quelque chose de vraiment insupportable,
pour que je me décide à entrer dans la clinique des addictions dont il s'occupait du département des ordres alimentaires. Enfin, je ne sais pas quel était le titre exact. Ouais. Mais le génie de Jean-Michel, et c'est en ce sens qu'il m'a sauvé, c'est-à-dire qu'il ne m'a pas mis dans une clinique diététique. Oui, vous racontez ces expériences abominables de ces boîtes. Alors, évidemment, on pourra dire que c'est une situation de privilégié, parce qu'évidemment, Jean-Michel me préparait chacun des repas, c'est-à-dire qu'il m'a appris à manger et à avoir le goût. Quand tu es boulimique, tu n'es pas du tout gastronome. De même que j'avais une boulimie affective et que c'était pas de l'amour. Évidemment, tu te remplis, tu as besoin de voilà. Donc Jean-Michel m'a appris ça et il me faisait, je me souviens, il organisait des repas pour des petits plateaux de fruits de mer, des choses où j'ai découvert le goût, quoi. Mais c'est pas. Alors juste expliquer que c'est pas un livre de régime. Hein, il y a une partie, il y a une très, il y a trois quarts du livre. Technique, oui, là, ce sont les trois quarts du livre, c'est votre histoire. C'est un livre où vous vous mettez à nu, vous racontez, on va y revenir. Et puis il y a une petite partie, il y a 5 chapitres, Jean-Michel, non un peu plus, où vous revenez de façon un peu plus technique sur ce qu'est l'obésité, la boulimie, la nutrition. Vous rentrez plus dans votre rôle, mais ce n'est pas un livre de régime, encore une fois, et vous racontez pas comment vous. C'est vraiment un livre, c'est un grand livre, c'est un livre profond, c'est un livre métaphysique. Vous avez une plume magnifique. On l'a voulu comme ça. Hein. Oui. On a voulu ce paradoxe entre une situation émotionnellement très forte, racontée par Guy, avec au milieu une intervention de ma part pour voir comment je l'ai vécu, et une partie pour dire malgré tout ça, il n'y avait pas que de l'histoire de la psychologie, il fallait régler des choses. Et régler ces choses, c'était compliqué. Maintenant, quand tu dis ça s'est passé comme une lettre à la poste, au début, il m'a détesté, faut être clair. Il n'a commencé à m'apprécier. Et vous aussi ? Non, pas du tout. Pas du tout. J'avais déjà un peu de tendresse pour lui. Et en fait, la vraie histoire, c'est qu'un jour, alors qu'il mettait un peu de désordre dans la clinique, il voulait se barrer, il avait demandé sa note. Comme si dans une clinique, on demande sa note, comme à l'hôtel. J'ai arrêté ma consultation et je suis allé à toute allure à la clinique en lui disant, Monsieur Carlier, on ne demande pas sa note. Dans une clinique, on demande la facture et je fais mon boulot en faisant ce que vous faites. Et là, il me dit cette phrase, il me dit, vous avez arrêté votre consultation pour venir me voir ? Il y a un temps de respiration, je lui dis oui. Et là, il reste silencieux, il me fait ça, c'est chic. Et là commence vraiment notre histoire. Ouais. Allez, on se retrouve dans un instant avec Guy Carlier, Jean-Michel Cohen, moins 125. Moins 125, c'est moins 125. Serre et Noël. Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio et le débat continue, même pendant la pub sur le bouquin de Guy Carlier, moins 125, Amour monstre au Cherche Midi. Guy Carlier, Jean-Michel Cohen qui sont avec nous en plateau. Dans ce livre, vous racontez, vous avez évoqué, Guy Carlier, cette humiliation qui a été le déclencheur du fait que vous avez appelé Jean-Michel Cohen, mais ces humiliations que vous racontez sans phare, avec un humour. Le livre est très drôle. Vraiment, vous avez un talent fou pour dénouer, j'ai envie de dire, la petite boule au ventre qu'on a quand on lit, qu'on se dit oh là là, et puis d'un seul coup, il y a un éclat de rire qui suit derrière. Mais ces humiliations, vous ne les viviez pas quand vous étiez à 250 kilos, vous ne vous rendiez pas compte que de prendre un monte-charge pour aller à la radio, c'était humiliant, que le tabouret qui casse. C'est très étrange parce que vous êtes à un point de déni. Ouais. Où vous gardez, moi quand j'étais gamin, j'étais mince et je gardais cette... D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai accepté de travailler avec Marc-Olivier Fogiel alors que je voulais pas faire de télé, j'avais dit non à Drucker, à tous ces gens-là. Et Marco était probablement le dernier avec lequel j'aurais voulu travailler par préjugé. Ouais. Et il m'a dit que quand il était petit, il avait un problème d'obésité. Et il me dit, tu sais, en vieillissant, tu restes gros dans ta tête toute la vie. Et moi, c'était l'inverse. C'est-à-dire que je voyais bien que Jean-Michel a calculé que je devais faire 50 mètres maximum par jour de rayon d'action. J'allais le plus loin possible. À France Inter, j'allais jusqu'au dépôt des instruments de musique de l'orchestre symphonique parce qu'il y avait un monte-charge. Je garais ma voiture devant, je sonnais, j'avais 5 mètres à faire pour aller sur le monte-charge des pianos. J'arrivais donc avant tout le monde dans l'émission, t'imagines, sur le truc des pianos à queue. Et puis je m'installais, j'attendais que tout le monde parte, je repartais comme ça pour aller déjeuner en face avec l'équipe de Stéphane Bern, le restaurant en face de la maison de la radio, où il y a un escalier à descendre. Je prenais ma voiture, je faisais le grand tour pour les sens interdits et je la laissais au voiturier. Je faisais 5 mètres pour rentrer dans le restaurant. Et dans le restaurant, je mangeais très peu.
Et les gens vous disaient, mais tu manges pas beaucoup, comment ça se fait Il devait se dire, il y a un problème de glande, enfin tu vois, bon. Et je mangeais très peu au restaurant, et je rentrais chez moi chaque après-midi avec des sacs de bouffe que j'achetais. C'est ça qui est incroyable dans votre livre, c'est la double vie. C'est schizophrène, tout à fait. Voilà, c'est la vie de star et la vie avec très sociale, où vous êtes aimé, où vous êtes à la télévision, à la radio, et le soir, vous êtes tout seul sur votre canapé avec vos Pringles. Ouais. Et je pense que ça a été quand même une soupape, même si je suis pas dupe, même si je vous l'ai dit, c'est un peu l'écume, mais ce que disait Valérie sur l'humour qui désamorce le truc et qui aide, je le vivais tous les jours, parce que je faisais des chroniques plutôt d'humour, et on s'amusait beaucoup avec Ruquier, puis Berne, et puis voilà, et ça m'aidait et je pratiquais même l'autodérision. J'en arrivais même à pratiquer l'autodérision, ce qui me permettait d'avoir un totem d'immunité pour balancer sur les autres, par exemple le physique, des trucs que tu peux plus faire maintenant au nom du politiquement correct. Moi, je voulais savoir, Jean-Michel, est-ce que vous avez pensé que vous alliez échouer avec Guy, parce qu'avec sa personnalité, son intelligence, sa façon que vous racontez très bien dans le livre de manipuler tout le monde, puisque c'est un peu le règne du mensonge, cette addiction, vous avez pensé que en fait, c'était une cause perdue, ou vous saviez que vous alliez réussir? Non, c'était qui tout double. Je savais que c'était qui tout double, mais en même temps, il y avait un challenge, l'histoire. Il y avait un truc de prétention de ma part, d'orgueil. C'est-à-dire, là, tu as en face de toi une situation extrêmement difficile et un homme extrêmement compliqué. Donc, c'est là où tu dois développer ton talent. Ça veut dire... Vous racontez bien que il arrive, il sait que vous savez qu'il est boulimique, vous connaissez tous les ressorts, et donc ça, c'est d'autant plus compliqué. Mais ce qui fait la réussite, c'est que là, il m'aide dans la mesure où il me grandit, où je vais développer tout ce que je sais et que je peux avoir oublié dans un coin de ma tête. Donc, il va m'hypertrophier la qualité de ce que je sais faire, parce que j'ai vraiment envie que ça marche. Les premiers temps, je suis mort de trouille, je l'ai déjà expliqué, parce que nous, on joue gros sur cette partie-là, la clinique, tout bêtement, s'il arrivait quelque chose, et on est en imminence à ce moment-là qu'il arrive quelque chose. Il y a des détails complètement cons. Une infection, par exemple, il a un tablier, les infirmières n'arrivent pas à dérouler le tablier qui tombe sur les genoux, parce qu'il pèse 60 kilos, et si dessous il y a une infection, je ne vais pouvoir rien faire. C'est la peau qui reste après l'amaigrissement. Si le chirurgien orthopédique auquel je le monte me demande de le laisser assis parce qu'il me dit que les chevilles vont exploser, je sais que si on doit l'opérer, si on doit faire quelque chose, on n'y arrivera pas. Donc on est sur une situation, on est sur un fil, il peut y avoir un incident et il peut mourir à tout moment. Et je sais que ça a marché. Environ 2 mois plus tard, quand on réussit à le faire passer, à réduire le poids d'environ 25 kilos, donc on enlève la charge, et là, à ce moment-là, je sais que c'est parti. Après, derrière, je ne peux pas ménager ce qu'il va faire. Et c'est pour ça que quand je dis qu'il s'est sauvé aussi lui-même, c'est que s'il n'y avait pas eu la volonté de guérir, il a parlé de renaissance, c'est une renaissance. Et d'ailleurs, ce qu'on m'a demandé de dire, c'est renaissance, ça veut dire une nouvelle personne. Et en psychanalyse, quand vous écrivez un livre... J'ai cru que vous parliez de la liste de Macron. Je pourrais, mais quand on fait un livre, on dit que c'est comme si on faisait un bébé. Ben oui, il renaît, et en même temps, on a fait ce bébé à deux, c'est-à-dire ce nouveau carrier. Pendant 9 mois, grossesse, la dégrossesse, et va dire, a duré 9 mois. Et je peux te dire un truc, Rémi, c'est que la seule chose qui me fait peur, c'est quand je fais maigrir des gens extrêmement gros, j'ai toujours peur que leur personnalité se modifie, parce qu'il avait fabriqué un personnage autour de son obésité, et donc il y a des tas de personnes grosses qui ont maigri, qui ont complètement changé, qui ont perdu leur gaieté, leur humour, et donc c'était ça. Le poids fait partie de la jovialité. Bien sûr. Mais c'est pas le cas. Je savais que ça pouvait pas être le cas, puisque quand j'étais collégien, lycéen et tout ça, j'ai toujours été dans ce truc de déconner et tout ça. J'avais cet esprit-là étant mince. Donc je l'ai gardé étant gros. Et d'ailleurs, au départ, moi, j'avais pas les codes de la radio, et Dieu merci. J'étais sur France Inter, qui est une radio très conformiste, quoi qu'on en dise, très politiquement correcte. Et j'osais des choses comme on ose au collège. Des choses qui se disent pas normalement dans les médias, etc. Vous le disiez, ça vous protégeait pas un peu dans le sens où on n'osait pas trop. C'est-à-dire que ça, je m'en servais parce que de la même façon qu'à pré-ado ou ado, je chambrais comme un gamin, quoi, sur le physique. Là, je pouvais continuer
à me permettre de le faire en pratiquant l'autodérision. Donc à partir de là, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais une espèce de totem d'immunité. Mais je savais que le fait que je sois à ce stade-là était quelque chose qui était venu dans ma vie, mais qui n'altérait pas ma façon de penser, de déconner, d'appréhender la... C'est dingue parce que je suis en train de comprendre quelque chose pendant que maintenant je sais pourquoi ça a marché. Ça a marché parce que je t'ai compris et au fond je t'ai compris parce que j'aurais pu devenir comme toi. J'aurais pu devenir un super obèse si j'avais pas été nutritionniste et si j'avais pas été à l'initiative de mon patron d'à l'époque, passer un an en psychiatrie pour être interne en psychiatrie et donc ce qui m'a permis de comprendre les ressorts psychologiques des autres. Donc je t'ai compris parce qu'en fait si j'étais pas devenu nutritionniste, je serais peut-être devenu super obèse. Moi, j'avais une question à vous poser. C'est une séquence qui m'avait choqué, surpris. Je l'avais vue en direct. C'était durant l'émission de Marc-Olivier Fogiel le dimanche. Je vous ai fait un duplex depuis la clinique où vous étiez hospitalisé. Et moi, j'ai pas compris cette séquence parce que souvent, dans vos chroniques, vous critiquez tout ce qui est show-off, tout ce qui est montré. Et moi, je me suis dit, mais il va à l'encontre de tout ce qu'il raconte, en fait. Je vais vous raconter cette histoire. Ça a été le seul point d'achoppement entre Marco et moi. Et je vais vous dire pourquoi ça s'est passé. J'avais rencontré celle qui allait devenir mon épouse à l'époque, Joséphine Dard, qui était la fille de Frédéric Dard. Et à la clinique, un paparazzi m'appelle en me disant, je vous préviens, vous avez 2 équipes sur vous, je sais que vous êtes avec la fille de Frédéric Dard, donc est-ce que vous voulez qu'on organise des photos, des fausses vraies photos, voilà. Et je vous propose le café de Flore, ça fera un télo, tout ça. Et là, je panique. Je connais. Bon. Et la veuve de Frédéric Dard, qui était habituée à ça, me dit appelle Henri-Jean Servat, il va te faire un truc dans Match. Et puis à partir de là, les autres t'emmerderont pas. Donc on a fait ce reportage dans Match. Et là-dessus, Marco, qui me demandait de faire ce reportage à la clinique, me dit ouais, mais t'es pas loyal avec l'émission, t'acceptes Match. Je l'ai accepté pour les raisons que je viens de dire. Et tu veux pas que j'aille tourner. J'ai dit, OK. Et là, mais vraiment, j'étais malheureux, quoi. Et parce que, comme tu dis, c'est ce que je refusais, c'est ce que je dénonçais sans arrêt et tout ça. Et donc, Marco vient et on faisait un filage de l'émission à partir de 14h le dimanche, et puis l'émission était diffusée à 21h, et on filait tout le truc. Et là, je vois le sujet monter. Ça commence par des nappes de synthétiseurs. On aurait cru l'enterrement de la reine tu vois, Victoria. Et Marco qui prend son timbre avec des harmoniques très dramatiques, tu vois. Je suis allé à la clinique des addictions, à la rencontre de mon ami Guy, etc. Et là, je lui en ai voulu. Il le sait, je l'ai écrit, je lui ai dit. Ça a été une tension entre nous, et Jean-Michel le sait. Nous, on a refusé, d'ailleurs. C'était bon, voilà. Mais c'était pas mon cas. Juste, le livre, pourquoi vous l'avez écrit, ce livre ? La motivation, le déclic de vouloir raconter ça. Le fric. Ça se passe comment pour les droits d'auteur ? J'étais chez Jean-Michel il y a 1 an et demi, un soir, et il m'invite à dîner, et là, tout à coup, il y avait d'autres gens autour de la table, et il parle les gens disent, vous avez minci, tout ça, et Jean-Michel me dit, tu sais que finalement, à une époque, quand on s'est rencontrés, tu faisais partie du top 10, voire du top 5. Du top 10, ça veut dire, le top 5, c'est en gros, c'est le cas de le dire, les types de plus de 55 kilos, tu vois, qui dépassent 55 ans et qui pèsent plus de 250 kilos, il n'y en a pas des masses, quoi. Et donc, là, j'ai pris, voilà, toujours, encore le déni, quoi. J'étais complètement sidéré, et j'ai eu envie de raconter cette histoire parce qu'en fait, j'étais près de la destruction totale, et j'appelais Jean-Michel pour des conneries. J'étais hypochondriaque, je lui disais, j'ai une petite boule. Ça commence comme ça, une tumeur à l'épaule. J'ai une petite boule à l'épaule, c'est le cancer du bras droit de Coluche, tu vois. Et je l'appelle, et lui me décroche alors qu'il est au mur des lamentations à Jérusalem, tu vois. Il décroche pour me répondre sur un truc dont il se doute que ça va être une connerie, mais qu'il a besoin de me rassurer. Donc j'avais envie de décrire ça pour montrer ce que c'est, ce qu'est un ami. Et puis comment. Et puis de pas se faire passer ce message, de dire aux gens, vous n'êtes pas seul, vous qui avez des addictions. Alors voilà. Ensuite, ça s'est imposé au fur et à mesure du livre. Quand je décrivais la solitude, la honte, la culpabilité, je me suis dit, il faut absolument que les gens qui se sentent seuls, coupables et qui ont honte sachent qu'ils ne sont pas tordus.
Ouais, on aura plein de choses à dire. Il y avait beaucoup de choses sur le rapport à la télévision, à l'image, mais lisez le livre. Je pense qu'on vous a donné envie de le lire. En tout cas, ça fait partie, moi, des livres que j'ai... C'est mon top 5 des livres que j'ai aimés cette année. Moins 125, Amour monstre. Vous avez un talent fou, Guy Carlier, un humour, une plume formidable. Et évidemment, Jean-Michel Cohen. Vos compétences ne sont même plus à souligner. Bon anniversaire, Jean-Michel. Merci. Et pour en savoir plus, Guy sera dans la matinale vendredi de Sud Radio. Absolument. Merci à vous. On se retrouve dans un instant avec Bernard de la Villardière.